Normalement ça fonctionne. Oui. On en est heureuse. Alors bienvenue à tous, excusez-moi pour le retard, à ce concours inter-école d'éloquence organisé, alors pour la première fois je le dis non pas par Plaid et Sec, mais pour la Fédération étudiante de l'éloquence qui a été créée cette année, donc qui est encore toute jeune et qui a pu fonctionner grâce à la confiance de PricewaterhouseCoopers qui est présent aujourd'hui. Il s'agit de la 3e édition de ce concours inter-école, mais c'est la première fois que nous sommes aussi nombreux à prendre part à l'aventure, parce qu'aujourd'hui nous avons 8 écoles qui sont présentes. Alors pour la petite histoire, très rapidement, en 2009, 2 écoles prenaient part à l'aventure, l'EM Lyon et l'ESSEC. L'EM Lyon qui est présent aujourd'hui comme vous le voyez. C'était l'ESSEC qui remportait alors le titre de l'étudiant le plus éloquent de France avec Simon de Giovanni. En 2010, nous avons renouvelé l'expérience en 2010, nous étions cette fois-ci 6 écoles, si je ne m'abuse, et cette fois-ci c'est l'EM Lyon qui nous a volé la vedette. Cette année, c'est l'ESSEC et l'EDESSEC qui ont l'honneur, le grand honneur d'accueillir le concours, et nous espérons vraiment, vous aussi je le pense, prendre notre revanche sur les années précédentes, du moins sur l'année précédente. Alors justement... Qui gagnera cette année? Alors, cet après-midi, 8 écoles vont s'affronter. La crème de la crème des IEP, à savoir Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon et Sciences Po Strasbourg. Également Dauphine et le top 4 des meilleures écoles de commerce de France. Donc, l'EM Lyon, le SCP, HEC et l'ESSEC, évidemment. Alors, pour les départager, il va y avoir dans un premier temps 4 matchs éliminatoires, à l'issue desquels le jury va déterminer un gagnant par match, classé dans l'ordre suivant, un 4e, un 3e et 2 finalistes qui vont s'affronter sur le sujet en forme libre qui est que l'ESSEC, que le meilleur gagne. Alors, justement, qu'y a-t-il en jeu aujourd'hui, à part l'honneur de représenter l'éloquence en France au sein des écoles? Alors, nos partenaires ont choisi d'offrir un petit peu plus, ont choisi de nous faire confiance et donc d'offrir de beaux lots à nos candidats. Alors d'abord, merci à Price pour son soutien global pour l'ensemble de la prestation pour les lots. Merci également à Air France qui offre au premier des candidats, que nous ne connaissons pas encore, un vol long courrier. Et merci également à Euronews, qui n'est, je ne crois pas présent aujourd'hui, mais d'offrir une nuit d'hôtel à Malte pour le 2e et le 3e des candidats. Je vous demande de les applaudir. Alors, nous allons maintenant vous présenter, s'il vous plaît. Nous allons maintenant vous présenter rapidement les membres du jury qui seront chargés donc de départager nos candidats. Alors tout d'abord, je vais vous demander d'accueillir à ma gauche ceux qui sont un petit peu les business angels de ce concours, ceux sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu et ceux grâce à qui nos candidats vont prendre leur envol, notez le jeu de mots. Veuillez accueillir chaleureusement les partenaires de cet événement, Madame Isabelle Mathieu, la directrice des ressources humaines de PricewaterhouseCoopers. Il peut être
intéressant de savoir, je crois que vous êtes une ancienne de Sciences Po. Je ne me trompe pas. Voilà, ancienne de Sciences Po. Et Madame Claude Tachelet, qui est la responsable de promotion. Qui est, si je ne m'abuse, une ancienne de l'ESCP. Oui, c'est bien ça. Bravo. Merci à eux, mais détrompez-vous, tout n'est pas au mieux dans le meilleur des concours pour nos candidats. Car au-delà de leurs adversaires, si valeureux soient-ils, ils vont devoir affronter un tout autre type d'obstacle qui est, on va dire, un peu le côté obscur de l'éloquence. Donc, veuillez accueillir, non sans crainte, les pros de l'éloquence, ceux qui vont critiquer à la fin de chaque plaidoirie acerbement les prestations des candidats et qui, contrairement à nos bien-aimés sponsors, ne leur feront aucun cadeau. Veuillez accueillir Grégoire Etriard. Est le premier secrétaire de la conférence du stage 2011 et siège donc en Berlier, donc vous avez pu déjà admirer quelques prestations de jury au cours du concours. Voilà. Et est un ancien HEC. Et est un ancien HEC. Et on accueille ensuite Alexis Fourneul qui est président de la conférence du stage. Pire, on changera les affiches Alors je crois qu'il est temps, maintenant que notre jury est presque installé, de faire entrer nos candidats qui, pour certains d'entre eux, sont venus d'assez loin jusqu'à faire la surface. Sont-ils prêts? Oui. Alors par ordre décroissant d'éloignement géographique. Alors le premier vient d'un endroit où, paraît-il, les mails n'arrivent même pas. Arrivé seul, il est venu braver la foule familiale. Je ne crois pas qu'il ait de représentants avec lui. Merci d'accueillir Edouard Bureau de l'EJO, qui est l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg. Le prochain candidat représente une école très habituée des concours d'éloquence et qui est notre partenaire le plus précieux depuis le début de cette aventure, Verbatim, de Lannion. On nous l'a annoncé comme un candidat et un plaideur hors pair. On attend de voir ce que ça donne. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Jérémy Belaïf de Lannion. Alors pour le candidat et l'école suivante, on nous a dit qu'ils étaient là l'année dernière. Alors nous en fait on a cherché mais on ne s'en souvient pas. Du coup ils ont choisi de revenir pour essayer de marquer les esprits cette année. On vous demande d'accueillir Benoît Le Tirvailleux de l'IEP Lyon. Nous allons à présent accueillir un candidat qui nous vient de l'étranger, un pays étrange, où, paraît-il, on aime bien cueillir des champignons dans la forêt. On espère néanmoins que sa prestation sera à la hauteur de la réputation de son école. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Paul Bouscas d'Achus. Ils nous ont volé la vedette en octobre, ils ont osé pour leur première prestation, mais ils sont quand même revenus. On les a laissés dépasser le périphérique pour venir jusqu'à Cergy. Donc les expressions de l'ESCP, je vous demande d'accueillir Edgar Colombier. Le prochain candidat représente l'école qui est responsable du fait que maintenant même les ESSEC plaident en costume cravate pour des concours d'éloquence. Néanmoins, ce sont un peu les pères de la fée et sans eux rien n'aurait été possible. Je vous prie d'accueillir Alex Charodeau de Sciences Po Paris. Le petit frère de la FEE, Fédération étudiante d'éloquence, qui vient nous rejoindre, qui vient se lancer dans l'aventure. Dauphine Éloquence nous envoie l'un de ses meilleurs orateurs pour montrer qui fait la loi, paraît-il. Je vous demande d'accueillir Laurent Lachaoui. Et donc nous allons accueillir le dernier candidat, et pas des moindres, car il est notre petit prince, notre chouchou et
Après moult concours, il revient aujourd'hui défendre l'essai pour ce concours. Antoine Testu. Alors, je ne sais pas de parole, je crois qu'on va pouvoir commencer. Un très bref rappel des règles pour tout le monde. Alors, des matchs, comme d'habitude, d'une durée de 7 minutes. 7 minutes. Oh là là. Ils sont très bien dressés, vous notez. Bon, je tape un coup à la 6e minute pour avertir les candidats qu'il ne leur reste plus de minutes, parce qu'on va tables sur le temps. Et vous disposez ensuite d'un droit de réponse d'1 à 2 minutes. C'est bien clair pour tout le monde, le jury, les candidats, éventuellement le public. Donc on peut commencer. Voilà. Le premier match, Lego fait-il tourner le monde? C'est Jérémy qui plaide le pour. Dès que tu le souhaites, tu disposes de 7 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus assister au premier tour du concours inter-école d'éloquence. Et je me remercie moi-même d'être venu y participer. Je sais ce que vous vous dites. Quelle outrecuidance. Il est plus gominé que miné par son ego. Sergi lui a fait tourner la tête. Mais là n'est pas la question. La question est, l'ego fait-il tourner le monde? Inutile de tourner autour du pot, la réponse est oui. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Un petit rappel s'impose. L'ego désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Par exemple, comme toute mère juive qui se respecte, la mienne m'a élevé comme si j'étais le centre du monde. Premier argument, si je suis effectivement le centre du monde, alors le monde tourne autour de moi et mon ego fait donc tourner le monde. Conclusion, si ma mère a raison, l'ego fait tourner le monde et c'est une affaire qui roule. Malheureusement, à son grand dam, ma mère n'est pas un argument d'autorité. Et être omnubilée par son nombril donne des torticolis. Nous en donc tout un peu plus à la réflexion. Certes, l'ego est l'expression du moi. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus beau. C'est moi le plus intelligent. Mais cela n'a de sens qu'à travers l'intersubjectivité. Cessons de tourner les violons et lançons-nous. Je vais donc vous montrer en 2 points. Un pour moi et un pour moi. Pourquoi l'ego fait tourner le monde. Grand 1. Ego sum qui sum. J'ai pas fait latin, mais ça sonnait bien. L'ego est avant tout ce qui nous pousse à accomplir de grandes choses. Sans l'ego, on se tournerait les pouces. Il y a un moment pour se dire « Ego !» pour partir à l'aventure. L'ego, marque déposée, permet de bâtir de vastes édifices de briques multicolores des civilisations en avant les histoires. L'ego nous extirpe de notre misérable condition de Playmobil. Commençons par celui qui avait un ego tel qu'il a révolutionné le monde. Je pense bien sûr à Copernic. Long time ago, la Terre était immobile. Ses théories, et surtout son ego, ont fait tourner le monde en mettant fin au géocentrisme. Talking about revolution. Sacré Copernic. Pourquoi je le prononce ainsi? Bon, tout d'abord parce que l'anglais c'est plus stylé. Et ensuite pour introduire mon deuxième argument à travers celui qui a découvert l'Amérique. L'ego de ce bon vieux Christophe Colomb l'a poussé à chercher une route plus courte pour se rendre aux Indes. Certes, il s'est planté, mais son erreur a fait tourner le monde. En bien, comme le montre le taux de rotation des McDonald's, mais aussi en mal. Pensons aux multiples crises économiques, à la crise des subprimes. C'est à cause d'eux que ça a mal tourné à l'origine. Et pourquoi ça a mal tourné? Parce que le monde bouge, comme dirait le CIC. C'est donc l'ego de ce bon vieux Christophe Colomb qui a fait tourner le monde économique. Tout ça parce qu'il cherchait un raccourci qu'il ne trouva jamais. Sans lui, il n'y aurait pas eu de rêve américain. Il n'y aurait pas eu de certes, merde. Et cantonné à un horizon sans possibilité, sans perspective, il n'y aurait jamais eu d'immigration. Et oui, l'ego c'est plus efficace que les plaques tectoniques pour faire tourner le monde. À la recherche d'un ailleurs meilleur, d'un nouvel Éden, nombreux sont ceux à avoir tourné autour du monde pour y trouver leur place. Ils cherchaient une plus belle maison, un plus gros salaire, une plus belle femme, une plus belle vie. L'ego a donc fait tourner le monde en changeant le centre de gravité de notre économie. Comme on peut le voir dans les journaux. Parce que là, mon deuxième point. En 2, rien ne presse. À l'heure des séries en streaming et autres blockbusters américains, on lit de moins en moins la presse. Et pourtant, un journal survit à la débâcle.
à savoir Le Monde. Bon, j'aurais su parler du Figaro ou de Libération, mais ça collait moins avec le sujet. En effet, le journal Le Monde ne survit à la concurrence féroce de Oops et de Public que grâce à l'ego surdimensionné de quelques acteurs politiques qui font les choux gras de l'actualité. Ce n'est pas pour lire son horoscope ou faire ses mots croisés qu'on achète Le Monde, mais pour s'instruire sur les nouvelles lubies de Sarkozy, pour tout savoir des résultats du match Obama versus Oussama, ou pour connaître les derniers cadafismes. L'ego, c'est un peu le 24 heures chrono de l'intellectuel. Sauf qu'ici, Jack Bauer, c'est toi. Ce ne sont pas quelques pages bien tournées ou qui vont nous faire tourner les pages du monde diplomatique. C'est grâce à l'ego de ces personnes assoiffées de pouvoir, de défouloir ou de victoire que les rotatifs du monde vont continuer à tourner. Mais le journal Le Monde, c'est aussi le monde des religions. Et qu'est-ce qui fait tourner le monde des religions? L'ego qui pousse chaque communauté à affirmer que le Dieu qu'elle vénère est le seul digne d'être vénéré. Excepté pour le christianisme, la formule 3 en 1 Prévost, on n'en soutiendra qu'un, qui s'appelle Allah, Hachem, Bouddha ou Justin Bieber. C'est l'ego qui pousse à dire mon mien c'est le meilleur qui fait tourner le monde. C'est cet exclusivisme égotique qui fait tourner les croyants comme des derviches. Je conclurai donc, mesdames et messieurs, en vous disant que l'ego fait tourner le monde. Malheureusement, à l'ère des Yes we can et Everything is possible, il le fait tourner si vite que cela donne parfois le tournis. À passer notre temps à courir après des chimères, on passe peut-être à côté de l'essentiel. À passer notre temps à vouloir conquérir de nouvelles sphères, on en vient à oublier les petits plaisirs simples de la vie. Un café en terrasse avec un Marc Lévy ou un Musso. Une balade sans but avec celle qui fait battre votre cœur. Un dîner convivial entre amis, un petit ciné sans prétention, un peu de musique, de la passion. L'ego fait tourner le monde, mais il faudrait prendre garde à ce qu'il ne se fasse pas tourner comme une mayonnaise abandonnée au fond d'un frigo. Il est un temps pour arrêter de cultiver son jardin et juste profiter de la beauté du paysage, pour tourner dans une ronde paisible et au brouhaha des égos surdimensionnés répondre « Silence, on tourne ». Merci. Nous sommes à 5 minutes et 52 secondes. C'est Benoît-Lucien Bayot de Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon, je suis navrée, qui plaide le contre. Dès que tu le souhaites, tu disposes de 7 minutes. 7 minutes. Tout d'abord, merci à vous tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Mesdames les membres du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, messieurs, chers sponsors, mon cher contradicteur à qui je transmets tout mon respect, cher public si présent, bonjour. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour répondre par la négative à la question suivante: l'ego fait-il tourner le monde? Si soutenir le contre est souvent plus aisé que de plaider le pour, aujourd'hui il n'en est rien. Il n'en est rien, tant hélas, mon cher contradicteur, vous avez l'air du temps avec vous, cet esprit du temps, ce zeitgeist aurait dit peut-être Husserl. En effet, affirmer que l'ego, c'est-à-dire le jeu, le moi, l'individu, soutenir tout cela qui fait tourner le monde, c'est à la mode. Dans cette société égocentrique, où l'on glorifie l'individu, prétendument libre, en un mot, égoïste. J'ai le devoir, avec dignitas et gravitas, oui parce que je parle latin moi, j'ai le devoir de réhabiliter la force de la masse, la force du groupe, la force du nous. Dignité et gravité seront donc invoquées, mais rassurez-vous, je ne suis pas un moine cénobite, j'ai même plutôt une grosse envie de vous convaincre avec humour. Je vais m'appliquer, si vous permettez, dans un premier temps, fort de l'actualité récente, à prouver que ce sont les masses qui sont à la base de la rotation du monde. Pour, dans un second temps, démontrer que le moteur du monde n'est ni le jeu, ni le moi, mais bien le ça. Assurément, l'actualité récente nous démontre que ce sont les peuples qui font tourner le monde. Beaucoup ont pu penser que l'ego faisait tourner le monde en Tunisie, en Libye, en Égypte,
En Syrie, au Yémen, ou même à Bahreïn, même si on ne sait pas vraiment où c'est sur la carte. L'ego d'un homme, l'ego d'un dirigeant, l'ego d'un autocrate. L'actualité, mais mieux encore, l'histoire, nous prouve le contraire, mon cher contradicteur, ou devrais-je plutôt dire, mon cher contradictateur. Je vous trouve d'ailleurs pas tripoli. Et j'espère que pour cela, vous avez un alibi. Veuillez pardonner mes relents marxistes et mes mauvaises blagues, mais j'affirme que les masses font tourner le monde. Mieux encore, elles renversent les égaux. Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, bientôt Kadhafi en Libye, et qui sait peut-être même El Assad en Syrie. Je veux revaloriser le nous des individus réellement libres, le nous à la base de la démocratie, camarades, le nous du vouloir vivre collectif, cher à Ernest Renan. Ce nous qui, dans le silence des passions individuelles, fait taire les égaux pour que nous soyons tous égaux. Il n'y a pas d'égalité si on ne met pas entre parenthèses les égaux. Et oui, Jean-Jacques Rousseau déjà l'avait vu, il avait deviné. Les révolutions ont démontré, ce n'est pas l'ego la dynamique de l'histoire, mais bien les peuples. Même si certains ont cru incarner le peuple, tellement leur ego était énorme. Mais très vite, le peuple leur rappela la réalité, en leur coupant la tête pour Louis XVI, en les dissolvant à l'acide pour le tsar Nicolas II, ou en les pendant par les pieds comme des jambons après les avoir fusillés pour Mussolini. Sales histoires. L'ego ne fait pas tourner le monde, non. Mais il croit le faire tourner. C'est dans sa nature même d'être égocentrique, de croire que le monde tourne autour du moi. Alors qu'en vérité, le moteur de toute chose, c'est le nous. Et derrière le nous, qu'y a-t-il? Il y a le ça. Mais qu'est-ce que c'est donc que ça que le ça? Chez Sigmund Freud, le ça représente la partie pulsionnelle du psychisme humain. Il ne connaît pas d'interdit, ni de réalité, et n'est régi que par le seul principe de plaisir. La satisfaction immédiate et inconditionnelle d'un besoin. De plus, le ça est fourbe, car inconscient, partout présent. Et vous voyez bien où je veux en venir, bande de petits cochons. Derrière nos sympathiques révolutionnaires arabes, ou derrière les Français de 1789, il y avait une envie, une recherche de plaisir, une envie formidable, une pulsion de vie. Je vous le dis en vérité, derrière la démocratie se cache un désir. Et ce n'est pas un hasard si Ségolène Royal avait choisi comme slogan de campagne Désir d'avenir, même si je ne suis pas certain que ça vous parle beaucoup ici à l'ESSEC. Les psychanalystes Carl Gustav Jung et Jacques Lacan ont fait bien avant moi le terrible constat qui suit. Le sexe, plus qu'aucune autre force, fait tourner le monde. Mes amis, vous m'accorderez que le sexe, ce n'est pas tout seul qu'on le pratique. Donc pas d'ego. Et quand on est deux égaux nus, on est égaux. Et on s'emboîte comme des Legos. Je vous le dis, le ça est le véritable moteur pulsionnel des masses qui n'ont qu'une volonté, jouir, jouir, jouir. Aussitôt donc, fort de ce constat, nous avons vu que non seulement l'ego ne faisait pas tourner le monde, alors que le nous, oui, mais plus encore, derrière ce nous se cache un désir d'ordre sexuel. Mon cher contradicteur, vous avez beau être égoïste. Tout être égoïste que l'on est, on ne peut se passer des autres pour faire tourner le monde. D'autant plus lorsque qui fait tourner le monde est bien évidemment le sexe. Peut-être avez-vous une vision de la sexualité solitaire, mais je crois, comme Woody Allen, que le sexe, c'est quand même mieux à deux. Quelqu'un qui a eu une mère juive lui aussi, Dominique Strauss-Kahn, nous a prouvé récemment que son ego démesuré cachait en réalité un désir, le ça, le sexe. Alors, comme on dit au FMI, sex makes the world go round. Je vous remercie. On est à 6 minutes 35. Jérémy, si tu le souhaites, tu disposes d'un droit de réponse. Non. Très bien. Droit de réponse. Il va pas répondre à un truc qui est... On est d'accord, je répondre à son propose. propre discours.
Bien, donc je suppose que c'est à moi de me lever. Tout à fait. Eh bien, c'est une catastrophe, je n'ai strictement rien à dire. À part que j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir invité non pas 2 jeunes étudiants, mais 2 professeurs. Votre annonce déjà commence par nous dire merci d'être venu. On regrette déjà. Cher public, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour soutenir, on le sait. C'est pour ça qu'on est venu. Tu es annoncé partout, il n'y a pas besoin de nous le répéter 3 fois. Tu utilises ceci parce que tu n'as strictement rien à dire et que ça te permet d'utiliser 1 minute. Je vais m'énerver aujourd'hui, je préfère vous prévenir. 2 personnes, Jérémy Belaïch, qui commence... Alors, Jérémy Belaïch ne sait pas articuler. Jérémy Belaïch mange les mots, c'est un peu le Michel Rocard de l'éloquence. D'abord, vous commencez par vous remercier vous-même d'être venu, c'est assez étonnant, mais finalement ça va assez bien avec votre personnage de Michel Rocard. Un petit problème, vous dites nous ouvrons le monde pour nous instruire des dernières lubies de Sarkozy. On voit que votre discours est daté, puisqu'aujourd'hui on ouvre plutôt le monde pour voir les dernières lubies de Strauss-Kahn. Vous nous demandez les petits plaisirs simples de la vie en parlant de la route plus courte pour se rendre aux Indes. Le petit plaisir simple de la vie que j'ai eu en rédigeant ceci, c'était de me dire que la route la plus courte pour sortir, j'allais vous l'indiquer. Voilà. On fait ce qu'on peut. Monsieur Benoît Lucien Vaillot, c'est ça? C'est ça. Où est le prénom et où sont les noms? C'est Benoît Lucien Vaillot ou Benoît Lucien Vaillot ou Benoît Lucien Vaillot et puis tu as un autre prénom qui eh bien écoute, merci beaucoup, merci pour ton discours, merci de m'avoir rappelé que je ne connaissais ni Husserl, ni Ernest Renan, ni Gustave Jung, ni Jacques Lacan, ni Barain, un certain nombre de choses que j'ai découvert dans ton discours. Le Zeitgeist, je crois que c'est de l'allemand, il me semble que c'est Hegel et pas Husserl, mais je peux me tromper. Et puis j'ai aussi des lettres. Finalement, vous étiez là tous les deux, d'abord pour nous montrer que vous ne saviez pas parler anglais, je crois. Entre l'un qui nous dit le Skyfman et l'autre qui me dit Skyfman, the world go round. Catastrophe, on voit pourquoi vous n'avez pas eu HEC. Ils ont eu HEC, oui ou non? Enfin bref, pour en finir, tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est ce que finalement vous nous avez crié. Égoïste. Jérémy. Quelle élégance, quel charisme, quelle modestie. Tu tournes et retournes de toi-même, de ton petit nombril, de ta petite voix et de ta mère. Oui, ta mère, parlons-en. Parlons-en, Jérémy, car évoquer son poids en parlant d'arguments d'autorité, ce n'est pas sympa. Parler encore de tes traumatismes d'enfant, privés de l'ego, ces petites briques si ludiques, qui t'obligent maintenant à bouger et à parler comme un Playmobil. Ce n'est pas sympa. Heureusement, ta génitrice t'a accordé le don si particulier qui appartient à son peuple, celui des langues, du bilinguisme. Car oui, tu es un linguiste émérite. Et cette culture